Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, un grand merci d'être venus si nombreux. Votre présence montre que vous êtes intéressés par nos conférences et nos conférenciers, a fortiori. Un grand merci tout particulier à Ruben et à sa grand-mère, que je vais introduire brièvement. Il l'a dit. Grand-mère. Ah, C'est pour moi. le petit-fils de ma fille à moi. D'accord, bon, erreur technique. Julia Wallace est née en 1925 à Paris et elle a connu l'inénarrable calamité de notre siècle passé. Elle fut arrêtée le 24 avril 1943 et elle fut déportée à Auschwitz-Birkenau par les autorités. Je me suis trompé. Là-bas, elle connaîtra la marche de la mort avant de s'évader exactement 2 ans plus tard de son calvaire, le 24 avril 1945. Par la suite, elle tâchera de reprendre une vie normale tout en ayant connu et tout en ayant des souvenirs douloureux, tel un fardeau à porter. Des décennies plus tard, elle témoigne de son vécu poignant. Et si les mémoires de son passé traumatisant ne doivent en aucun cas être oubliées, écouter et comprendre son parcours après la Shoah est d'autant plus inspirant et exaltant. Sur ce, trêve de prolégomène, je vous laisse en la compagnie d'Aude, de Juliette et de Madame Wallace. Merci Briac. Alors on va passer aux questions. Tout d'abord, c'est des questions pour apprendre un petit peu à vous connaître avant de parler de votre témoignage. À partir de l'occupation de Paris, comment votre vie elle a changé d'un coup Qu'est-ce que ça a changé? Oui. Pendant un an, c'était calme. Et on se demandait même si ça va être tout le temps comme ça. Puis au bout d'un an, ils se sont réveillés au mois de mars, le 11 mars, je crois, les billets verts. Rien n'était franc, tout était faux. C'est tous des faux jetons de Tintin. Au lieu de faire une vraie convocation, ils envoyaient des billets verts. Vous venez avec une petite mallette, une petite valise, vous présentez là et là et là. Et c'était la première arrestation des Juifs étrangers, qui n'étaient pas naturalisés français. Ça, c'était la première arrestation. Le 11 mars 1941. Non, 41, j'ai bien dit, parce que 42, c'était la rafle du Veldiv. Alors, c'est 11 mars 41. Bon, là, on a commencé. Moi, j'ai commencé à prendre le train pour aller voir à Pithiviers, Bonne-la-Rolande, voir mes cousins, qui étaient là-bas internés. Et puis, je leur disais, je leur apportais des victuailles, parce qu'il n'y avait rien à manger. Alors, des victuailles, même un disque, j'ai amené un disque d'un grand guitariste tzigane, mais de jazz, Django Reinhardt. Alors, Minor Swing, même le titre, je me rappelle que je lui ai amené ça. Je fais, tu vas te promener avec ton disque et tout ça, et tu reviens pas. Il fait des conseils comme ça, tu ne me donnes pas. Tu crois, je pense pas. Mais si je viens pas, qui vont arrêter? Mais ma mère aimait ça? Non, je suis obligé de revenir. Voilà. Bon, ici, j'ai essayé d'essayer qu'il s'évade. Je ne suis pas arrivée. Bon. Et puis, il fait partie des premiers convois, mon cousin, c'est-à-dire les premiers voyages à Birkenau, Suisse, mais ça, on ne connaissait rien du tout. On ne connaissait rien. On découvrait au fur et à mesure qu'on arrivait. Bon, et puis avec lui, je ne l'avais pas vu pendant 2 ans. Je ne l'avais pas vu. Et puis, et un jour, c'est moi qui le reconnais. Hein, il allait travailler, puis moi, j'allais dormir, parce que je travaillais la nuit. Hein, et je reconnais de loin un homme peut-être rasé, mais avec des oreilles en feuille de chou. Et je vous jure que c'était important. Et moi, je criais Jacques. Et les copines me disaient, hey, Julien, toi, ça va te faire remarquer. Je dis, c'est mon cousin. Alors, tu rêves. Et au même moment, il fait, qu'est-ce qu'il m'appelle? C'était mon cousin qui s'en tournait. Mais lui ne m'a pas reconnu. Parce que moi, j'étais dans un état squelettique. Alors, il n'y a pas d'autre mot. Alors, squelettique, il ne m'a pas reconnu. La pauvre, il est rentré un mois avant moi à Paris. Et
La famille a demandé qui t'a vu d'abord. Il a dit j'ai vu Julia. Je l'ai aperçu, mais je ne sais pas si elle dit. C'était sa réponse. Bon, ça c'était vers la fin. Mais comment dirais-je, on va parler par le début. Oui. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'est déroulée votre arrestation, si vous avez été dénoncé et quand est-ce que vous avez été déporté? Comment j'étais arrêtée pour être déportée, c'est ça? Tu peux raconter ton arrestation. Hein? Ton arrestation. J'avais trouvé pour une cachette pas loin de chez moi, dans une usine désaffectée, pour tout le temps pour mon oncle et mon père. Mais voilà, cette usine, il fallait la laisser libre pour la fin de semaine parce que les jeunes gens voulaient faire des surprises parties. Alors le vendredi, j'allais chercher mon oncle et mon père. Et mon oncle était un homme, je l'aimais bien, mais c'était un homme très bruyant. Alors mon père ne le supportait pas parce que lui c'était un homme très calme. Mais je disais, tu sais, mon oncle, tu dors pas chez moi ce soir. Il me fait pourquoi? Pourquoi tu me renvoies? Je fais non, tu es trop bruyant. Écoute, faut reconnaître, tu es trop bruyant. Et puis, j'en ai marre d'avoir des mots avec mon père à cause de toi. Alors, ça suffit. Je t'ai trouvé quelque part. Et le lendemain, nous, on a été arrêtés, mon père et moi, et pas lui. Et parce que lui, je l'avais mis autre part. Et comme je savais que mon oncle était un homme impossible de rester sur place, je savais qu'il se ferait arrêter. 6 mois après, il s'est fait arrêter. Alors, vous voyez, mais il fallait apprendre à être tranquille. Ça, c'est très dur, être tranquille quand tout le monde vit bien. On avait le droit de sortir de 8h du matin à 20h du soir. Et après 20h, si vous êtes dans la rue, on vous arrêtait, on vous emmenait à la conciergerie, enfin, pour vous emmener à Drancy. Drancy, c'était en France. C'est en banlieue de Drancy. Et bon, ça, c'était comme ça pendant... Puis il y a eu le fameux 16 juillet. Moi, je connaissais aussi un inspecteur de police qui me prévenait quand est-ce qu'il y avait des rafles, en me disant, tu sais, Julia, faudrait que tu viennes me prendre le café chez moi. J'ai dit d'accord. Et puis, il me disait à quelle heure, la date et tout. Puis c'était convenu. Et il m'avait prévenu. Et moi, j'avais une maman qui était terrible. Elle ne savait pas rester en place le moment. Et puis, c'était une grande débrouillarde et tout ce que vous voulez, mais elle ne pouvait pas rester en place. Quand on est venu l'arrêter, elle a quand même dit vous arrêtez ma fille? Elle a dit oui. Elle a 17 ans. Hein. Alors, elle a dit on ne l'arrête pas. Elle a dit elle a plus de 15 ans, on ne l'arrête pas. D'accord. Ben, j'ai dit ma mère, c'est ta mère, quel âge elle a? Elle a 40 ans. Alors, il dit je suis obligée de l'arrêter. Enfin, j'ai pour parler. J'avais proposé de l'argent et tout ça aux policiers. Ça n'a pas marché, elle s'est fait arrêter. Elle est restée à Drancy jusqu'au 31 août 1942, jusqu'à temps que... Parce que en connaissant l'inspecteur de police, là, et lui, il avait reculé sans arrêt la déportation. Mais à la fin, on ne pouvait plus, il ne pouvait plus. Enfin, je crois qu'il a dû être arrêté parce qu'au retour de ma déportation, je l'ai cherché pour le remercier tout ce qu'il a fait. Je l'ai jamais trouvé. Je l'ai jamais retrouvé. J'étais à la préfecture, je demandais à tout le monde. Mais j'avais son nom, ils me disaient tous, c'est son nom de résistance, Monsieur Philippe. Je sais, mais je n'ai pas son nom. Enfin bref, il a dû être arrêté. Enfin, ça c'était le 16 juillet. Enfin. Après, moi, à ce moment-là, j'ai caché mon père et mon oncle et je leur apportais à manger. Je faisais attention qu'on ne me suive pas, tout ça. J'ai pas bien fait attention parce qu'on m'a suivi. Alors, et ce soir-là, 10 mois après, ce soir-là, je dis à mon oncle, je te garde pas, je t'ai trouvé un endroit. T'es pas content? Et mon père et moi, on a été arrêtés. On est arrivés à Drancy. Vous dire, c'était pas encore l'horreur. Hein. L'horreur, c'est pas Drancy. Hein. Mais c'était la pagaille. La pagaille, à celui qui criera le plus fort pour qu'on l'entende. Enfin, tout le monde voulait commander l'autre. Tout le monde. Alors.
Et bon, et mon père il me disait, Julia, regarde bien ce que tu fais, tu vas faire tout ça. Et tu ne dis pas que c'est à cause de moi que tu as été arrêté. Oui, parce que mon père, il avait un leitmotiv. Si ta mère ne vit pas, je ne vivrai pas. Il fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, papa, bon, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, mais je suis là quand même. Il ne faut pas parler comme ça. Oui, il faut que tu me comprennes. J'ai tellement aimé ta mère, tout ça. Ça, je savais qu'il avait aimé ma mère. Je vous le dirai, je l'ai entendu. Bon, mais enfin, il s'était calmé. Et puis, arrivé, quand on a été arrêté, on est déporté dans le voyage. Je veux pas sauter le train. Enfin, on a été arrêté, et puis on est resté 2 mois à Drancy. Pourquoi 2 mois? C'est la première fois entre 2 déportations, il y avait 2 mois d'espace. C'est toujours 1 semaine, 15 jours, c'est pas plus tard. Mais 2 mois sans déportation, on se demandait pourquoi. Et mais on n'avait jamais de réponse à ça. Et on arrive, alors l'arrivée à Birkenau. Je me rappelle plus si c'est 2 jours ou 3 jours après déporté le 23, non, le 25, 2 jours après, une tête comme ça, tout le monde criait, c'est pas tout le monde. Les Allemands ont le verbe haut. La langue allemande est une langue culturelle, alors on l'entend de loin, croyez-moi. Ça parlait pas de soi, ça gueulait. Bon, et puis d'un seul coup, il y avait un monsieur qui ramassait les bagages. Il était penché comme ça. Il me tape sur la jambe, il me fait « Tu laisses pas ton père monter dans le camion ?» Et mon père qui me fait « Je suis fatigué, puisque je monte très bien dans le camion. Tu montes pas. » Il fait « Julia, tu ne montes pas, c'est pas moi qui dis, c'est le monsieur là qui me dit que tu montes pas dans le camion. » Bon, alors il n'est pas monté dans le camion. Allez savoir que tous ceux qui arrivaient, qui montaient dans le camion, c'était directement des faux crématoires. Directement. Et bon, oui, j'ai revu mon père au camp. Mon père, au lieu de dire, il cherchait de la main d'œuvre pour le pratique. Il avait un métier en or, il pouvait faire pour eux. Il travaillait le cuir. Il était maroquinier. Il aurait pu être cordonnier. Et quand j'ai vu mon père rentrer dans le camp des femmes, qu'est-ce que tu fais là? Il me fait, je voulais savoir si tu as vu ta mère. Enfin, il était obsédé avec sa femme. Bon. Et comment dire? J'ai rien dit, j'ai fait aucun reproche. J'ai fait, tu fais comme tu veux maintenant. Je peux plus rien faire pour toi. Bon, et puis j'ai appris beaucoup plus tard la mort de ce convoi, des hommes, parce que ces hommes-là de mon convoi, le convoi 55, était très important au point de vue quantité, et ils ont pris tous les hommes pour nettoyer le ghetto de Varsovie qui a été vraiment massacré par les Allemands. Ils ont massacré le ghetto de Varsovie. Ils ont brûlé les gens qui étaient à l'intérieur. Ils ont mis le feu. Alors, il fallait nettoyer. Et tous les hommes valides du camp de Birkenau, on les a emmenés à Birkenau, à Varsovie, pour nettoyer le ghetto. Et une fois qu'ils savaient la vérité, on a appris qu'ils ont tous été fusillés. Alors, donc, je savais que mon père était mort. Voilà. Et après, bon, on a eu de la chance. J'ai eu une petite chance. Ma première petite chance, c'était physiquement, je convenais pour éplucher les pommes de terre. Ah, c'était une plante formidable, éplucher les pommes de terre. J'ai épluché les pommes de terre pendant 6 mois. Du mois de juin à Noël. Mais j'ai attrapé malheureusement entre-temps le typhus. Alors c'était une maladie atroce. Je me demande encore maintenant comment j'ai fait pour m'en sortir. Je sais pas. Me posez pas de questions. Je sais pas. Une chose que je peux vous dire, on me disait va au Revir, c'est-à-dire le dispensaire, parce que c'était pas un hôpital. Hein. Et j'ai été parce que j'en avais marre qu'on me le dise, qu'on me le dise. J'y suis allée et j'ai commencé à dire je vois la doctoresse Cac. Mon nom de jeune fille c'est Cac en français. Hein. Et la doctoresse a le même nom que moi. Elle me fait qu'est-ce que tu veux? Elle me fait ta typhus. Je sais, mais je reste pas là. Je ne laisse pas sortir. On va se battre, hein, je vous préviens. Je me laisserai pas faire. Je reste pas là. Je reste pas là.
Elle m'a envoyé, comme on dit, pondre sur les roses, des mires de toit et un point, c'est tout. Et je suis rentrée en disant, vous voyez que j'ai pas le typhus. Et puis c'était la veille de Noël, et il y avait une soupe, un repas, qui avait l'odeur de la choucroute. J'ai dit, tiens, j'ai envie de manger. Et mes copines, ah non, tu manges pas. Ah non, je vous donne plus mon repas. J'ai faim, j'ai envie de manger. Et elles m'ont fait une tête au carré parce que elles avaient une part de ma soupe pour elles. J'ai pas voulu, je voulais le manger. Enfin bref, j'ai commencé à manger et commencé petit à petit à me remettre. Alors, j'ai mis très longtemps à me remettre quand même. Et puis j'ai quitté la cuisine. On travaillait plus à la cuisine. On travaillait dans une usine on faisait les vis, des pétarades pour faire sauter. On lançait comme ça la grenade pour les pétarades. Bon, ça marchait comme ça jusqu'au mois de janvier 1944. Là, c'était la bagaille, c'était la pagaille. La pagaille. Les Allemands avaient peur, les Russes étaient pas loin, les Russes. On les entendait, les Russes. Puis on leur disait, dépêchez-vous, dépêchez-vous, qu'on leur disait. Ils faisaient ce qu'il y a. De toute façon, Staline avait interdit qu'on aille le chemin qu'ils ont pris, ils avaient interdit parce que il a dit, on n'a pas besoin des Juifs, qui se démerdent avec, comme ça qu'il a dit, Staline, paraît-il. Hein. Eh ben, il y a quand même un soldat qui s'est promené, il a vu comme il dit, un drôle de bonhomme, il a vu un squelette vivant, voilà. Et quand le squelette est arrivé devant lui, il lui a dit en français, j'ai faim. Puis il est tombé à ses genoux. Là, il est parti chercher tout le monde. Et c'est comme ça que Birkenau a été sauvé, libéré par ce soldat, le curieux, a été libéré. Bon. Mais nous ceux qui pouvaient marcher, nous, fallait partir. Fallait protéger l'armée allemande qui reculait. Et là, ils nous ont pris, on a fait la route, on l'a surnommée la route de la mort. Il n'y a jamais eu autant de morts sur cette route-là pendant les 2 ans dans le camp. Jamais autant de morts. Surtout les hommes, ils tombaient comme des mouches. On marchait, on avait faim, on avait les pieds mouillés avec la neige parce que nos chaussures n'étaient pas imperméables. On était des morts vivants qui marchaient et puis en essayant de s'en sortir. Ça, c'était très dur. On a eu des gags quand même. Nous, les femmes, on est plus inconscientes que les hommes. On essayait de s'en sortir. Il y a eu Fligalarm, l'alerte. Et moi, j'avais une copine qui disait, j'ai faim, et j'ai faim, et j'ai faim, et j'ai faim. Et elle a vu fabrique de fromage. Elle est partie à la fabrique de fromage, et on criait, Eva, tu vas être bombardée. Elle dit, j'ai faim, je m'en fous. Elle est partie. Et quand l'alerte était passée, on a tous couru dans l'usine. Ils l'ont fait tomber dans une cuve de fromage. Je vous dis, j'en riais encore parce qu'elle avait une tête. Et puis, on la léchait. Enfin, on avait tous faim. On mourait tous de faim. Bon, chez les femmes, ça prend un petit peu à la légère. Mais chez les hommes, c'est sérieux. Quand ils ont faim, c'est plus sérieux. Ils sont plus sérieux que nous. Voilà. Bon, et puis, on a commencé à faire des camps. C'était complet. Ravensbrück était complet, même Malbourg tout était toujours complet. Et nous, on marchait dans l'Allemagne. C'est comme ça j'ai fait l'Allemagne du Nord, presque jusqu'au sud, à pied. Et alors, cette route, elle était horrible. On avait faim, on avait soif, mais il n'y avait rien. Et on se racontait des petits menus, on se faisait des petits menus que nos mères faisaient pour se consoler. Et croyez-moi, moralement, quand on parlait des recettes de cuisine, on n'avait plus faim. C'était le moral qui était un peu remonté. Et
C'était pas drôle, mais des fois, on avait quand même le sourire aux lèvres de voir les bêtises qu'on pouvait faire pour pouvoir avoir un bout de pain. Bon. Et puis ça marchait comme ça jusqu'à temps qu'on se fait arrêter de nouveau par les Allemands. Ah non, j'étais toujours chez les Allemands, mais on était partis avec mes copines. Ah oui, parce que j'avais une amie, elle était très malade, mais j'avais la responsabilité d'elle, Dora, et puis elle me disait, laisse-moi. Non, je te laisse pas, je te ramène à Paris. Et non, laisse-moi. Et puis elle m'a dit, je vais faire pipi. Alors, je l'ai laissé faire pipi, puis d'un seul coup. Qu'est-ce qu'a vu Dora? Dora nous a fait une commission, Julia. Elle n'en peut plus, elle peut plus marcher. Elle est assise sur le trottoir et je suis certaine que les Allemands l'ont emmenée à l'hôpital. Et elle est morte à l'hôpital en Allemagne. Elle était... on avait tous l'air cadavérique. Mais elle était encore plus, enfin bref. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mes copines, moi je vous préviens, un jour de plus, hein, je ne veux plus rester. Ça fait 2 ans que j'étais arrêtée ce jour-là, hein, le 23 avril 1942, 43, hein, ça fait 2 ans. Et bien moi je pars. T'es folle, hey, je vous dis tout de suite, hein, quand je vais dire qui même me suit, ben vous me suivez ou pas. Eh bien, on était 5, il y en a 4 autres qui m'ont suivi, mais il y avait des paysannes allemandes qui ont été gentilles, ils ont appelé la police, et puis ils ont dit qu'il y avait des Juifs qui se sont évadés. Et, attends, parce que j'ai demandé à un Italien, vous parlez français? Oui. Il me dit, où je peux partir d'ici? J'en peux plus, où je peux partir d'ici? Il me dit, la première rue à droite, il y a un centre de réfugiés. Alors, on y a été. Mais moi, j'avais ma propre idée. On me laissait pas rentrer. Voilà, on a été dans un coin pour déchirer ma robe. J'avais un manteau encore par-dessus. J'avais encore le manteau sur moi. Et il y a un monsieur qui m'a donné ses affaires à lui. Et j'étais déguisée, mais ça fait rien. J'ai plus de robe rayée. J'en avais plus, c'est fini. Voilà. Et là, on a commencé à marcher. Alors, la première fois, on s'est fait arrêter par les Allemands. Et fait, d'où bist du? Toi, t'es juif. Non. Ouais. Comment tu t'appelles? Attends, j'ai tout transformé. J'ai pas dit que je m'appelais. D'abord, j'ai jamais dit Julia parce que Julia, c'est très juif. Voilà. C'est juif polonais surtout. Alors j'ai dit Julie Suppé. Ma mère s'appelait de son nom de jeune fille Suppé avec 2 P. Alors il me faisait comme ça comment tu écris Suppé? S-U-P-E. Il a fait bon d'accord. Parce qu'il savait, lui, l'allemand, que Suppé avec 2 P, c'était des juifs. Alors, et moi, j'ai dit 1 P. Bon, c'était très bien. Et puis, on a marché, et puis on arrive encore à marcher, et d'un seul coup, on voit des soldats de loin. On se telle par terre, on essaye, puis j'y fais, c'est pas la peine. Ils nous voient quand même. On a été, et j'ai vu pour la première fois un soldat américain avec le fusil, le casque, tout ça, puis il nous fait Franzuski, Polski, Ruski. Moi, je fais French. Oh, toutes les femmes françaises, c'est des femmes volontaires. Oh, quel accueil que je fais. Je fais non, montrez-moi vos papiers. On n'a pas de papiers. Écoutez, si vous êtes vraiment des réfugiés, des déportés, pas des déportés, des arrêtés, vous devez avoir un papier. On n'a pas de papier. Il m'énerve tellement, ce soldat, qui s'entêtait avec son papier, et moi, je m'entêtais avec le que j'en ai pas. Je lui fais, je vais te montrer quelque chose, tu connais? Et je soulève mon bras, et je lui fais, et ça, tu connais? Alors, il me dit, en yiddish, parce que les juifs d'Europe centrale parlent le yiddish. Parler yiddish, c'est un jargon d'allemand, voilà. Et il me dit, tu peux pas dire que tu es juif? Ah ben, j'ai oublié, on peut plus dire ça, on n'a plus le droit. Voilà. Ils nous ont ramenés où ils étaient campés. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas nous garder parce que la guerre n'était pas terminée. Parce que ça s'est passé le 22 mai, non, enfin, 8 jours avant l'armistice. Et puis, on nous a donné à manger, enfin, tout ça. Puis, ils ont voulu nous emmener. Il y avait 3 hommes. Ils ont trouvé des voitures, les Américains. Ils nous donnaient une voiture chacun. Puis, ils prenaient des femmes. Fallait qu'on être éloigné du front. Le front, c'est la guerre. Alors, on a été éloignés, effectivement.
Mais on est retombé dans les mains des Allemands. Alors là, je dis, Sabine, viens, on va tout de suite partir parce qu'on ne va pas rester. Et puis, il nous a laissé partir. Et elle, Sabine, tu sais, hein, fais attention, hein, Julia. Il a laissé partir trop facilement. Hein. Et d'un seul coup, il y a un prisonnier de guerre français qui entend parler français. Vous êtes française? Elle fait oui, où vous êtes? Alors on lui explique. Malheureuse, n'allez pas par là, ils vous attendent avec des mitraillettes. Ils vous attendent. Grâce aux prisonniers de guerre français, c'était la Pentecôte dans le monde entier. Hein. Il nous a amenés, on a monté des coteaux, hein, et on s'est trouvé sur une route nationale. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que nous sur cette route. On était contentes, mais on a fait 40 kilomètres ce jour-là. Je crois que c'est le jour où j'ai marché le plus. On était épuisés, et puis on est arrivé avec les Américains. Il y a les Américains, les Polonais, on parle de soldats, et puis je sais pas, il y avait un autre pays. Bon, fallait rester tranquille. Alors, ma Sabine, qui était plus vieille que moi, mais qui était très débrouillarde, elle s'approche d'un soldat, elle fait moi je parle pas polonais, mais je parle yiddish. Tu parles yiddish, toi? Il a dit oui. Elle dit j'ai faim. Elle dit je vais te donner à manger. Alors, à chaque fois, c'est lui qui nous amenait à manger, mais il voulait qu'on mange dans une maison. Moi, j'ai dit non. Il fait pourquoi? Je n'ai pas confiance aux Allemands. Ils peuvent nous tuer, hein, nous empoisonner, derrière votre dos. Hein. Je n'ai pas confiance aux Allemands. Et alors, il a dit bon, faites ce que vous voulez. On mangeait par terre, dans la rue, mais entouré de tout le monde. On ne peut pas être toute seule, toutes les 5. Et ça a été comme ça pendant presque un mois. Pendant un mois, j'ai fait l'Allemagne du nord au sud. Et là, on a commencé. Il y a eu l'armistice. Alors là, l'armistice, on dit que les soldats violent les filles, tout ça. Eh bien, j'ai vu comment ils font les soldats. Leur chef les saoulait pour qu'ils violent les filles pour montrer le spectacle comme ça. Voilà. Alors moi, avec mes 2 hommes, je les tenais les bras, j'étais tranquille. J'avais peur, j'avais 18 ans, 20 ans, j'allais voir 20 ans, pardon. Et bon, on a été sauvegardés, comment je peux le dire. Et puis, d'un seul coup, on nous rapatrie. On a mis 8 jours en train de la Hollande jusqu'à Paris pour venir. Et puis, arrivé à Paris, oh, l'accueil. L'accueil était formidable. Qu'est-ce que la France aimait bien les Juifs, c'est incroyable. Il y en a un qui me fait « T'as de la chance d'être entré ?» Je fais « Pourquoi ça te dérange ?» Il fait « Mais je te préviens, tu ne manges pas à ma table. » Je ne mange pas à ta table non plus. Il n'y a pas question. Et d'un seul coup, on nous donne vraiment à manger avec 20 francs, je crois, ou 20 centimes, je ne me rappelle plus. C'était francs ou centimes. Un peu de monnaie, on n'avait pas du tout. Alors, et mes amis, non pas. Je fais pourquoi tu n'en avais pas? Ben, on est étrangers, on n'a pas été naturalisés. Je m'approche, je fais, hey, elle a été arrêtée où? Le 16 juillet, c'est 2 rescapés du 16 juillet du Veldiv. Elles sont arrêtées. Et puis elles sont rentrées. Alors j'ai fait non, elles rentrent avec moi. On commence vraiment le mot à s'engueuler. Hein. Je l'ai traité de raciste, de tout ce que vous voulez. C'est pas étonnant que la France a perdu la guerre. Enfin, j'ai fait tout un roman. Elle fait, écoute, arrête ton jargon, tu les prends tes copines et va-t'en avec. Et je les ai ramenées à Paris. Mes copines, qui pouvaient être ma mère ou ma tante, comme vous voulez. Mais c'était 2 sœurs, mais c'était beaucoup plus âgées que moi. Et puis bon, comment vous dire? Et puis maintenant, la rentrée à Paris. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Mais voilà. Sabine, elle a eu de la chance. Son mari, ses enfants n'ont pas été touchés, donc rien. Les Parisiens ne les ont pas embêtés. Sa sœur, par contre, tout l'opposé. Elle est la rafle du 16 juillet, tout y est passé. Et moi, on se demande comment se dit que je suis rentrée. Enfin, il faut entendre comment j'étais. Je suis retournée dans mon quartier. Quand ils m'ont vu arriver, je suis arrivée à Paris le 26 mai, et le 28 mai, j'étais dans ma rue. Hein. Quand ils m'ont vu arriver, ils se sont tous cachés.
j'ai eu un sourire aux lèvres parce que je me moquais d'elle. Parce que si elle pensait que j'allais faire des histoires, je n'ai fait rien à foutre d'elle. Je venais récupérer mon appartement. Alors là, j'ai eu l'histoire de mon appartement récupéré. C'est vrai que beaucoup ont eu des appartements réquisitionnés, il faut dire le mot, des appartements des Juifs. Moi, pour le moment, je ne sais pas si c'était réquisitionné ou pas. Je suis arrivé, il m'a dit, moi, j'ai payé le loyer jusqu'au 15 juillet. Après, je pars le 15 juillet. J'ai dit, d'accord, et vous me donnerez les clés? Je vous donne les clés. Eh bien, ouais. Il ne fallait pas me donner les clés. Alors, il y a eu l'histoire des clés. Moi, j'avais une amie d'école qui n'était pas juive. Son père il faisait de la politique. C'était un homme de l'extrême droite, il faut dire la vérité. Moi, ça ne me gênait pas. Du moment qu'il ne m'empêche pas de voir sa fille, ça ne me gênait pas. Alors, il me fait, Julia, tu t'occupes pas de ton appartement, c'est moi qui m'en occupe. Alors, il fait, pourquoi? Tu n'auras pas ton appartement. Les appartements valent une fortune. Tu n'auras pas ton appartement tout de suite. Voilà. Effectivement, je l'ai eu 6 mois après. Mais ça a duré. Le gérant me donne un papier parce qu'il me donne déjà les clés. J'ai été arrêté le 24 avril 1943. Je suis rentré, j'ai récupéré l'appartement 2 ans après. Il m'a donné toute les quittances de loyer des 2 ans passés. Alors je dis, ça, je vous fais pas d'enveloppe, je vous envoie pour vous. Vous démerdez avec les Français, avec les collaborateurs ou les Allemands. Vous démerdez avec, mais pas avec moi. Il me fait, il faut me payer. Moi, je vous paye pas. Moi, personne n'a dit de m'arrêter, personne n'a dit, je ne vous paye pas. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu des histoires. Il y a 2 ans, 2-3 ans. Dis-leur que tu vis toujours dans cet appartement-là, du coup. Toujours dans l'appartement, oui. Le gérant, il vient avec du monde, et je vois un maître. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il fait, on vient maître, qui vous a dit ça? Dehors. Et j'ai pris tous les hommes qui étaient là, dehors. Il me fait, mais Madame Valac ou pas? Dehors. Moi, je n'ai pas donné l'ordre de métrage, rien du tout, dehors. Et je me suis plainte, j'étais au commissariat, je me suis plainte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est fini, cette époque-là. Et j'ai gagné. Tant mieux. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. Enfin, je suis plus embêté. Mais c'était vraiment... Mais c'est vrai, laisser un appartement qui était bien, et puis, bon, avec tout ce qu'il y avait dedans, il n'y avait rien. Parce que les Allemands ont tout pris. Tout pris, alors. Hein. Alors, il n'y avait que les murs. Si, mais ton père, il t'avait laissé... Oui, attends, j'y arrive. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était rentrer dans l'appartement. Je voulais voir quelque chose. Mon père, un maroquinier, est très habile de ses mains. Il sert tout, un maroquinier. Mon père, il y avait des cachets qu'on prenait pour les maux de tête, ça s'appelait canine. C'était des gros cachets comme ça, et à l'époque. Et ces cachets, mon père me disait toujours, tu me gardes des tubes. Bon, j'ai gardé. Mon père, ses économies, il les transformait en pièces d'or, et puis il les mettait là-dedans. Puis un jour, il m'a appelé, j'ai trouvé où les mettre. Là. Je suis d'accord. Et moi, je voulais rentrer dans la pièce où, dans le mur, il y a 3 tubes des pièces en or, parce que je ne sais pas la valeur. Hein. Et quand je suis arrivé, j'ai regardé de rien n'était touché. Je suis parti, je l'ai laissé qu'ils émerdent. Moi, j'ai fait mon enquête, mais j'ai récupéré quand même que 6 mois après mon appartement. Et dernièrement, un monsieur que je vous disais tous mis à la porte, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas dit. D'un seul coup, il me fait l'avocat de l'autre côté. Vous savez, le coût des appartements, il y a beaucoup de faux. Moi, il n'y a rien de faux, tout est vrai. Qui me dit que le matricule, vous ne l'avez pas fait vous-même? J'ai pris le bonhomme, je ne sais pas d'où s'est sortie cette force-là, je l'ai jeté à la porte, dehors, que j'ai fait. Hein?
Mais non, mais j'aurais voulu vous voir, que vous auriez fait, vous, à ma place, alors, hein, dehors. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus embêté. Plus embêté, l'appartement est, c'est 75 ans après, donc dites, ils ont mis du temps, hein, pour le récupérer, cet appartement. Et ben, j'ai combattu, je l'ai encore maintenant. Et enfin, voilà. Bon. Et puis après, ben, j'ai eu la chance de connaître, oui, merci. J'ai eu de la chance de faire la connaissance de celui qui est devenu mon mari. Lui, c'est aussi un déporté. Lui, il est le premier, le deuxième rentré à Paris. Il pesait, c'était un homme de sa taille, mais plus large. Comment dirais-je? Il pesait à la rentrée de la déportation 24 kilos. Alors, il a mis très, très, très longtemps. J'ai pas emmené la photo, j'aurais dû vous emmener, j'ai oublié. Il l'a. Pendant très, très longtemps, il a eu un mal fou à se remettre de ses 24 kilos. Et puis, bon, il avait faim, puis, bon, il y a eu une histoire de famille chez lui. Enfin, la guerre a provoqué beaucoup de choses. Des histoires de famille atroces. Comment qu'on dit en vrai mot, mouchards, c'est des rapporteurs. Hein, des rapporteurs gratuits, tout ce que vous voulez, des mensonges gratuits, tout, la guerre. Et tout. On gobait ce qu'on voulait gober, c'est tout. Mais la vérité, on ne voulait jamais le savoir. Voilà. Et là-dessus, j'étais intransigeante. Je voulais toujours, moi, dire la vérité. Ça ne plaisait pas que je disais que c'était les Français qui m'avaient dénoncé. Alors, j'ai fait, ça ne vous plaît pas, mais regardez, encore mieux. Elle avait une fille, cette femme-là, cette famille-là. Ils ont préféré un chien qui mange à leur table et la fille, elle était la servante. Et quand elle est tombée malade, ils ne l'ont même pas soignée, ils l'ont laissé mourir. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette femme-là? Et vous l'approuvez? Pour moi, elle est criminelle. C'est une criminelle née à sa façon, mais c'est une criminelle. Ben, il y en a eu pas mal hein, dans l'Europe, hein, avec l'occupation allemande qui incitait de faire ça. Parce que il y a un livre qui est magnifique. Je ne lis jamais un livre allemand, je ne lis pas, mais celui-là, il m'est tombé sous la main, je l'ai lu. Un homme à Berlin, vous l'avez lu? Ah, ça, faut le lire. C'est une histoire authentique d'un homme hein, dont sa femme l'engueule parce que le 14 juillet 1940, les Allemands sont rentrés à Paris. Ils ont fait paraître une œuvre faite à Paris, les Allemands. Et elle, la femme de ce monsieur, il fait, tu fais la fête et t'as perdu une fille? Non, mais ça va pas. Puis elle lui démontre tout qu'il avait tort. Et cet homme-là était un imprimeur. Il a mis des gants, il a acheté tout ce qu'il fallait, et puis il marquait Hitler et racontait tout la vérité sur Hitler. Il distribuait dans les beaux quartiers de Berlin. Ils ont mis l'inspecteur de police a mis plus de 2 ans à le trouver. Et au moment qu'ils l'ont trouvé, mais les Américains aussi, eux voulaient le chercher pour le sauver, pour pas se faire. Ils savaient qu'il allait se faire fusiller. Et il s'est fait naturellement fusiller. Mais en même temps, le quartier où il habitait a été bombardé par les Américains à Berlin. Mais cet homme-là a essayé de mettre un petit peu les Allemands dans l'ordre. Il n'est pas arrivé, malheureusement, mais ce livre-là, il est formidable. C'est le seul truc que j'ai lu, tout ce qui est allemand. Moi, cinéma, théâtre, tout ce qui est allemand, niet. Rien à faire. Et bon, puis après, j'ai amené une petite vie avec mon mari. J'ai appris à travailler parce que j'avais à 18 ans, dans mon époque, et pendant la guerre, je ne travaillais pas. Et puis, on a eu une petite vie bien mignonne. Et puis, j'ai eu une fille qui est sa grand-mère, ma fille. Et non, l'arrière-grand-mère. Non, c'est moi l'arrière-grand-mère. Elle, c'est ta grand-mère, qui est sa grand-mère. Malheureusement,
Elle est tombée malade et puis elle n'a pas vécu, ma fille. Elle est morte, elle avait 51 ans. Et puis, et ben moi, je me suis occupée de ses enfants, de ses petits-enfants. C'était une joie. Voilà. C'était la récompense de la vie. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez me questionner ce que vous voulez. Vous me dites que je me calme. Et on voulait revenir un peu justement sur votre vie là-bas au camp. Comment? On voulait revenir sur votre vie là-bas dans les camps, à Auschwitz. Racontez, c'est là-bas au camp. Et on se demandait justement ce qui vous avait le plus marqué. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Là-bas au camp. Ouais. L'appel, ça veut dire combien qu'on est, si on est tous debout, l'appel. Hein. Chaque nuit. Il se permettait à 3h du matin ou à 4h du matin de nous réveiller. Je vous parle de l'hiver, parce que l'hiver polonais, c'est le vrai hiver. Hein. Et on soufflait dans le dos de ce qui est devant, on lui frottait le dos. Comme ça, on se faisait mutuellement de ne pas grelotter. N'importe quoi. On grelottait malgré tout ça. Ça a été atroce. C'était voulu, c'était méchant, c'était vraiment, vraiment atroce. Je vais raconter une anecdote plus marrante. Hein. Vers la fin, c'est-à-dire, j'étais vers la fin, non, parce qu'après j'ai eu la route de la mort, la fin du camp. Eh bien, on nous a changé de camp pour dormir. On ne dormait plus à Auschwitz, on dormait à Birkenau. Non, on dormait à l'envers. Hein. Et Birkenau, c'était des lits. Et je me rappelle, encore maintenant, que j'ai dit « Qu'est-ce que c'est bon un lit ? Qu'est-ce que c'est bon un lit ?» Et au même moment que je pensais ça dans ma tête, j'entends un treten en rang. Oh, je n'avais pas fait mon lit, je n'étais pas habillée. J'ai fait vinaigre, et pour m'habiller, je cours et je renverse quelqu'un. Et qui j'ai renversé? La plus grande sadique de l'équipe allemande. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Schnell, dépêche-toi ». Je suis partie. Il y a quelqu'un qui a crié « Tu sais, Julia, tu as eu la chance de ta vie ». Elle a dû tirer un coup cette nuit parce que c'est pas possible. C'était la réflexion qu'elle m'a pas tapé. Non. Elle vous tapait, elle vous massacrait jusqu'à temps que vous soyez inanimé. Autrement, elle n'arrêtait pas. La Maria, elle a été pendue ou tuée par ou les Américains ou entre Allemands. Mais il y a eu un jugement sur elle. Elle était. La Maria Capo, Maria l'était. Je passe avec. Je suis au bord du rang pour sortir. Quand mes cheveux ont commencé à pousser, parce que moi je faisais naturellement. Alors, à l'époque, ils bouclaient. Elle me tire, la Maria, les 3 cheveux qui me sortent. Puis elle me dérouille. Tu te fais des mises en pli. Je la regardais en disant que c'est pas possible. Elle avait raison. On ne pouvait pas dire qu'elle n'avait pas raison. Il fallait dire oui et qu'elle avait raison. On était comme ça, on était tranquille. Mais elle était horrible, Maria. Je crois que pour moi, c'est la plus grande ordure qui ait pu avoir dans l'armée allemande. Et c'était, paraît-il, une prostituée, paraît-il alors. Et bon, paraît-il. Enfin. Mais enfin, les copines l'ont rencontrée en Allemagne et ils lui ont fait sa fête. Ah oui, ça, j'étais content parce que vraiment, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un battre comme elle battait quelqu'un, une femme. Et encore, c'était que ça encore. Et puis il y en avait une autre, c'était une beauté. C'était une lesbienne parce qu'elle était habillée, parce que la mode de la cavalerie à l'époque, je vous parle dans les années 43, hein, chez les Allemands, c'était le pantalon large, les bottes, le pantalon large, enfin, pour l'équitation. Puis avec sa cravache, elle soulevait les têtes des filles pour choisir avec qui elle allait jouer, faire son sadisme. Elle aussi, elle a été fusillée. Mais enfin, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas donner confiance à un Allemand qui me dit que moi j'ai rien fait, je le crois pas.
je ne le crois pas, je ne peux pas le croire, parce que ce n'est pas vrai. Il y a peut-être eu quelques-uns qui ont sauvé des prisonniers, mais je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Voilà, c'est pas beaucoup. Bon, et après, moi, j'ai eu l'histoire de mon appartement que j'ai cogné avec mon commissaire de police, là. Ah oui, c'était en 1945, ça, quand je suis rentrée. Parce que ma mère était aimée dans la rue où j'habite, parce qu'elle donnait toujours une soupe à des personnes qui n'avaient pas les moyens. Elle me faisait apporter une soupe chez eux. Et là, c'est elle qui vient. Oh, Julia, il faut aller au commissariat. Pourquoi faire? Il faut aller au commissariat. Il faut raconter. Il faut raconter quoi? Comment j'ai été arrêtée, je sais. Comment tu peux savoir? T'as été arrêtée. Mais je suis restée 2 mois à Drancy, que je sais. Je raconte moi ce que je sais. T'as entendu la vérité, mais il y a eu pire. Écoute, pire que j'ai. C'est vous qui n'avez pas connu le pire. Moi, j'ai connu le pire. Alors, je m'en fous. Elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a emmenée au commissariat. Pourquoi qu'on est là? Alors, elle dit, dis-toi, en tant que juif, pour l'appartement de mes parents, j'ai du mal à récupérer. Encore les juifs, et toujours les juifs, et toujours... Je dis, oh, mon pauvre monsieur, que j'ai parlé, mon pauvre monsieur, vous allez être malheureux. Il y a une juive qui est rentrée, elle est libérée, et je viens chercher mes biens. Alors il me fait, ouais, comme ça, te fous pas de ma gueule. Oh, moi, je ne me permettrai pas. Je lui fais, ça ne fait rien. De toute façon, je vous narguerai sans arrêt. Parce que vraiment, vous ne méritez pas autre chose que vous. Et encore, narguer, c'est rien que je dis. Si je pouvais vous insulter, si j'étais capable de vous insulter, je le ferais avec plaisir. Et il me dit, va-t'en, je te bats. Allez-y, battez-moi. Battez-moi. Et mes Allemands ne m'ont pas battu, c'est pas moi qui me battrai. C'est ce que je lui dis. Et pendant des années, tant qu'il vivait, il habitait juste en face de chez moi. Quand il me voyait, avec son chapeau, il me saluait, puis moi, je lui tournais la tête. C'était un homme, mais tout ce qu'il pouvait trouver chez les Juifs, c'était pour le voler. Alors c'était, enfin, soi-disant que les Juifs, d'après cet homme-là, ont eu la belle part du monde entier. Moi, je veux bien voir. Moi, je veux voir qu'ils me fassent connaître, moi. Moi, j'ai connu des familles juives. Mon oncle et ma tante, ils avaient 4 enfants. Mon oncle n'était pas un grand travailleur. Donc, ma tante, elle faisait tout pour faire la soupe pour ses enfants, avec ce qu'elle avait, mais jamais elle a volé quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Enfin, bref. Mais ça m'a traîné jusqu'à il n'y a pas longtemps, juste cette histoire-là de l'appartement. Et, enfin, maintenant, je suis tranquille, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, mais je suis rancunière que pour les Allemands. Et ah oui, parce que vous avez été arrêté, mais vous n'avez pas cherché quand vous êtes rentré. Je ne vais jamais voir un film allemand. Je ne lis jamais un livre allemand, sauf La Neume sur Berlin. C'est tout. Mais et là-dessus, je suis intransigeant. Même quand il y a la télévision, il y a un beau film allemand, je sais qu'il soit beau, je change, je ne veux pas. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous avez cherché, quand vous êtes rentré après la guerre, les personnes qui vous ont dénoncé? Je les ai trouvées. Et vous êtes... je les ai trouvées, c'est des voisins. Elle travaillait au Galeries Lafayette, elle était contrôleuse, je ne sais pas quoi. Enfin. Puis un jour, c'était qui m'attaque, c'est pas moi. Hein. Un jour, elle dit comme ça, on n'avait pas d'ascenseur à l'époque, alors on monte les étages à pied, et j'entends qu'elle dit que ce que Julia vous racontera, c'était que des mensonges. Je suis descendue. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Elle s'est vendue elle-même. Hein. Comment tu as été arrêtée? Par vous. Quand elle est sortie par vous, elle est restée pétrifiée. Elle pensait que je le cacherais. Je dis, par vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait encore mieux. Je ne vous parle pas de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux? Vous avez laissé mourir votre fille. Hein, à cause de petits chiens, petits kleps, là, de rien du tout. Pour un chien, c'est la vie de votre fille. Vous êtes pire que les Allemands, que je lui ai dit. Alors elle m'a dit, si je vais t'attaquer. J'ai dit, alors, taisez-vous, je lui ai dit. Je sais où vous travaillez. Je ne me suis pas encore déplacée parce que je ne veux pas me salir. Hein, parce que tu ne vaux pas, vous ne voyez pas un peu de lapin, que je lui dis. Hein,
Je sais que vous êtes notre contrôleuse aux Guerriers Lafayette. Et vous savez ce que c'est les Guerriers Lafayette? Ça appartenait à des Juifs, si vous ne savez pas. Je vous l'apprends. Comme ça, je lui dis. Elle s'est arrêtée de m'embêter. Mais toute la rue, on me dit, oh oui, comment, on ne pouvait pas savoir que tu as perdu une fille. Enfin, parce que j'ai perdu une fille, sa grand-mère. Hein. Je l'ai perdue. Je fais, mais je ne vous demande rien. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Alors elle me fait, mais tu aurais pu nous le dire. Ça. Oh, arrêtez. Je vais vous dire tout ce que je pense de vous. Quand il y avait les Anglais à Paris, c'était It's a long way to Tipperary. Quand il y avait les Allemands, c'est Deutschland über alles. Et quand il y a les Américains, Yankee Doudou. Alors arrêtez. Qui il faut croire avec vous? Vous êtes tous des fauchetons. Un point sur tout. Alors, vous m'oubliez. Moi, je vous adresse pas la parole. Alors vous m'oubliez. Et c'est jusqu'à maintenant. J'en ai rien, strictement rien à foutre. C'est tout. Je les embête pas, ils m'embêtent pas. C'est tout. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de Maria Drexler, une officière allemande. Et est-ce que vous avez pu en rencontrer d'autres, comme Himmler, par exemple? Est-ce que tu as rencontré Himmler? Hein? Est-ce que tu as rencontré Qui? Himmler? Himmler? Ouais. C'est pas Himmler. Non, alors, Himmler, c'est le grand. C'était tout à fait par hasard. Hein. J'étais squelettique. Enfin, j'avais attrapé la maladie, et cette maladie-là, j'étais le mot squelettique. À ce moment-là, les Juifs n'avaient plus le droit de travailler dans mes cuisines à éplucher les pommes de terre. Oh, c'était une plante. On se fatiguait pas avec des pommes de terre. Hein. Et alors, on allait à l'usine. Alors, il y avait Hessler, Drexler, ils étaient 4 officiers allemands et ils discutaient de ce qui était. Moi, il me disait, elle va au revoir. Il fait non. Moi, je disais non. Je parlais toute seule. Hein. Je disais non. Hein. Et parce que je savais que si je rentrais dans ce fameux hôpital, enfin, dispensaire, je ne sais pas ce que c'était, un lieu soi-disant, un lieu pour mourir, il faut le dire comme ça, hein, un lieu pour mourir, que là, je ne sortirais pas vivante. Et pour voir la paix, j'ai été toute seule, je me suis présentée, je veux voir mon homonyme. Qui est ton homonyme? La doctoresse Cac. Parce que mon nom de jeune fille, c'est Cac. Alors, elle me fait, qu'est-ce que tu veux, doctoresse Cac? Je m'appelle Cac comme vous. Elle me fait, t'as le typhus? Je sais. Mais je ne reste pas. Je ne peux pas te laisser sortir. Ah, ça, vous me laissez sortir, hein, parce que je suis venue toute seule. Hein, vous me laissez sortir, je ne reste pas ici. De toute façon, une de mes cousines, que je l'ai vue avant de mourir, hein, elle m'a dit, tu ne restes jamais à l'intérieur du rivière. Jamais, jamais. C'est toi qui m'a mis ça dans la tête. Alors, non, va-t'en, fous-moi la paix. Et viens plus rien me demander. Je ne demande rien. Je ne veux pas rester chez vous. Je ne veux pas. Et je suis rentrée. Vous voyez que j'ai pas le typhus. Ils n'ont rien dit. Et puis peu de temps après, on a eu... là, non, on a eu du pain. Parce que ils liquidaient un peu leur stock d'alimentation, parce que les Russes n'étaient pas loin. Et... Je ne vous ai pas raconté la route de la mort? Si, vous nous avez raconté. Hein? Si, vous nous avez raconté. Bon, enfin, bref. Mais j'ai eu un mal fou à parler après du camp. Quand je parlais du camp, je pleurais. Mais je pleurais pas, je sanglotais, je n'arrivais pas. Mais en quelle année tu as commencé à parler 50 ans après. Donc dans les années 2000 50 ans après. Parce que d'abord, tu n'avais pas le droit d'en parler avant. C'était un an de pas raconter. Personne, je parle les autoritaires, là, l'État, ils ne voulaient pas. Parce que la conscience, personne n'avait la conscience tranquille avec les Juifs. Personne. Alors, ils ne voulaient pas qu'on raconte. Et puis la première fois quand j'ai raconté, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Même moi, je ne pouvais même pas parler à la radio tellement que je pleurais. Je ne pouvais pas. Puis un jour, on m'a encore dit, faut que tu racontes. Alors au moment de me donner une chaise, non, je reste debout. Je crois qu'étant debout, je vais essayer de me maîtriser. Et c'est comme ça que je me suis maîtrisée et j'ai commencé à raconter. Mais c'était pour moi très, très dur à raconter. J'avais l'impression que je racontais la mort lente de tout le monde. Alors, c'était très, très dur. Bon, maintenant, ça fait
ça va mieux. J'ai encore des... je suis encore très sensible, je suis toujours sensible. Je suis hyper sensible, même que... Mais raconter le camp, celui qui peut raconter vraiment sans avoir la larme à l'œil, il est fort. Peut-être les hommes, mais je crois pas. Je crois pas. Et quand vous étiez au camp, à quoi est-ce que vous vous raccrochiez pour survivre? Qu'est-ce qui vous a Pour avoir fait... bon moral, Oui. On racontait les plats de cuisine que nos mères faisaient. On inventait, qu'on cuisinait, qu'on allait manger ça, et on mettait ça comme ingrédient, tous les ingrédients. C'était notre dérivatif, voilà. Et puis, après, on n'avait plus faim. C'est tout. Mais c'était... avec les copines... Bon, il y a certaines copines qui étaient intéressantes, d'autres pas du tout. Hein. Moi, j'ai une copine qui est de mon convoi. Je l'ai revue il y a 4-5 ans. Je lui ai jamais pardonné ce qu'elle a fait à une copine à moi. Elle travaillait dans les produits pharmaceutiques, dans les médicaments. Alors, elle donnait les médicaments qu'on lui demandait. Je suis arrivée, je voulais comment ça s'appelait elle avait une sale maladie, je ne me rappelle plus le nom, enfin, c'est une sale maladie, et je lui ai demandé les médicaments. Alors il me fait pour qui? Je sais pour Mina. Mina était une ancienne, était une prostituée que son mec, son homme, l'a donnée pour se débarrasser d'elle. Alors elle m'a fait comme ça, cette femme-là. À cette pute, tu veux donner un médicament? C'est un être humain comme toi. Pourquoi tu l'as catalogué tout de suite? Pourquoi? Elle fait, moi je donne pas. Jusqu'à maintenant, je ne lui parle pas. Et on se rencontre. Hein. Elle essaye toujours, elle vient vers moi, je ne veux pas parler. Parce que je trouve qu'elle a été odieuse. On n'a pas, dans l'état que tout le monde est, on était égal à tout le monde, à la hauteur de tout le monde. Alors, on pouvait, même à une pute, un médicament, comment il s'appelait ce médicament? Enfin bref, c'est pas important. Elle n'aurait pas vécu malgré tout. Enfin bref, je trouvais faire des choses comme ça dans un camp où tout le monde était au même diapason. Hein, on travaillait plus, on travaillait moins, on était au même diapason. Donner un médicament pour empêcher, enfin, pas de mourir, la soulager un peu et pas dire des choses atroces. Non, je trouve que tout le monde, à ce moment-là, pouvait être comme elle disait, et tout le monde, non. Enfin, ça, c'était mon opinion, et je n'ai jamais démordu jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'il y avait de l'entraide quand même entre déportés dans les camps? Il y avait de l'entraide. Mais où je n'étais pas étonnée, c'est les hommes, il y a une grande entraide. Jusqu'à maintenant, parce que maintenant, il me reste plus un, il y avait un cousin. Jusqu'à sa mort, il parlait de déportation comme si c'était rien du tout, et c'était extraordinaire. Hein. L'amitié qu'il y avait entre eux. C'était vraiment, entre hommes, c'est une amitié sincère. Mais la femme est fausse, hein. Elle est hypocrite, la femme, hein, en général. Hein. Elle est pas sincère. Alors croyez-moi, faut se méfier. La femme, faut se méfier, mais de l'homme, non. Enfin, moi, je vous dis, moi, je parle en connaissance de cause. Mais, au fait, j'ai pas eu tellement de copines. J'avais 3 copines, c'est tout. Mais tout le reste, c'est des copains. Hein, les hommes, avec les hommes, tout se passe bien avec les hommes, mais pas avec les femmes. Maintenant, si vous le voulez bien, on peut passer aux questions du public. Hein? S'ils en ont, les questions du public. Les questions du public. Ah ouais, bon. Les questions... Ah, ils vont me questionner. Ben, d'accord, ok. Il n'y a pas de question tabou, il n'y a pas de réponse tabou. Aucun souci. Merci. Pour votre témoignage extrêmement touchant. Et Il te remercie pour le témoignage. Ah, d'accord.
Il Pardon. me traduit, hein, parce que J'ai mal enlevé le masque, ça va être plus simple. Il me traduit, hein. Donc merci pour Je suis une votre grande sourde. témoignage extrêmement touchant et qui, malgré l'horreur, est teinté parfois de légèreté. Et c'est important, je pense, de faire perpétuer Et cette moi, je vous mémoire. remercie de m'avoir écouté. Avec grand plaisir. Et moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais m'attacher à une particulière. C'est concernant les camps en particulier. Quand on côtoie quasiment la mort tous les jours, et vous parlez même de la mort de votre père, je demandais comment on fait pour vivre. Est-ce que finalement la mort est devenue quelque part banale et on essaye de survivre soi-même, ou on est tout le... Enfin, je sais pas si vous voyez à peu près Tu me ce diras que... si je traduis bien. Est-ce que tu as peur de la mort? Non. Même aujourd'hui? Non. C'est la question? Non, Qu'est-ce que tu penses de la mort aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense de la mort? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je pense de la mort? Une fois que t'es mort, c'est tout. Pour ne pas souffrir, il faut que la mort te surprenne. C'est tout. Le fait que tu côtoyais la mort tous les jours, Oui. c'est quoi la relation? Enfin non, mais qu'est-ce que tu veux? Mais C'est ce que je ressentais. Hein? Dis-moi. c'est bah, vu qu'elle côtoie la mort tous les jours. Qu'est-ce que je Comment ressentais? vivre avec la mort? Comment vivre avec la mort? Comment vivre avec la mort? Comment vous dire? Pendant l'appel, parce que c'est là qu'on pouvait tomber. Pendant l'appel, l'hiver, hein, surtout en hiver, je frottais le dos de la personne qui était devant moi. Ça me faisait du bien de frotter son dos. Et puis on se faisait ça mutuellement. Et puis, quand au bout de 6 mois qu'on était au camp, on a eu le droit à la douche. Parce que ça c'était quelque chose. Hein. On n'avait pas de quoi se laver. On avait, une grande gamelle remplie d'eau, et puis vous faisiez comme ça, avec les doigts. On se lavait les dents, on se passait sous les yeux. Voilà, ça c'était pendant 6 mois. Ça j'ai trouvé le plus atroce. Le truc qu'on ne peut pas se laver. Il n'y avait pas pour les Juifs. Alors. Bon, pour vous dire, quoi? La question, c'est quoi, tu me dis? Comment est-ce que vous viviez avec la mort? Comment est-ce que vous Comment faisiez- est-ce que tu vis? Comment est-ce que Ah tu ouais, vis? comment je suis vis-à-vis de la mort? Voilà. Non, comment vous viviez avec... Écoutez, hein, je vais vous dire quelque chose. Hein. La fille que je vais protéger, je savais qu'elle allait mourir, mais j'ai essayé qu'elle ne meure pas. Voilà, c'est tout. J'ai essayé de la faire marcher, tout ça, j'y arrivais pas. Mais quand j'ai eu le typhus, je me suis pas voulu mourir, hein, je vous dis tout de suite. Je me voyais pas, voilà. Et quand on me disait que tu vas mourir et peut-être, je dis on verra. Voilà ce que je disais. Et puis laissez-moi tranquille. Ma soupe, je vous donne ma soupe alors. Mangez ma soupe. Ah oui, parce que pendant 2 mois j'ai rien mangé. Alors elle se battait pour avoir ma soupe. Celle qui sera gentille avec moi pour avoir ma soupe. Alors. Bon. Pourquoi tu donnais ta soupe? Hein? Pourquoi tu donnais ta soupe? Parce que je ne pouvais pas manger. malade. J'étais malade, je ne pouvais pas manger. Rien, j'arrivais pas à avaler. Alors, au lieu que la jeter, qu'elle mange. On faisait tout comme ça, avec la soupe. Et parce qu'elle était bonne. Je ne sais même pas si maintenant je mangerais une cuillère. Je ne sais même pas. Je crois que j'avais vraiment faim et avoir envie de manger. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à votre rapport avec la religion dans les camps. Est-ce que vous aviez toujours la foi? Alors ça, c'est une belle question, parce que c'est la première époustouflée. Moi, j'ai été élevée par des parents socialistes, je dis le mot socialiste, mais pas religieux. J'arrive au camp, on me parle, une qui me fait comme ça. Ah oui, voilà, une petite grecque, parce que les Grecs, elles sont très pieuses, très pieuses, les Grecs, et elles chantaient une belle chanson. Je dis, qu'est-ce qu'elle est belle ta chanson? Comment ça s'appelle? Elle me fait, tu la connais pas? Je fais, non, pourquoi?
Oh, ben, c'est pour ça que tu ne crois pas à la religion, alors tu ne peux pas la connaître. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la chanson de Hanouka. Et qu'est-ce que ça veut dire, Hanouka? Elle m'engueule les deux petites grecques, parce que je connaissais rien, tout ça. Je écoute, c'est rien. Hein. Et bon, elle était très belle, la chanson. Il y a une fois, deux fois, trois fois. Je fais, puis elle me dit, regarde-moi, quoi, regarde-toi. Toi, t'étais très pieuse, toi. Et pourquoi tu es là? Hein, pourquoi tu es là? Enfin, j'étais le bouc émissaire des Grecs. De tout ce que toujours me disait, oui, tu n'as pas été élevé, c'est pour ça. Mais non, vous ne comprenez rien. Alors, je ne cherchez pas à comprendre. Même moi, je ne comprends rien. Alors, je ne cherchez pas à comprendre. Bon, et puis, j'ai vécu comme ça, sans religion, jusqu'à temps que je connaisse mon mari et qu'il avait une grand-mère qui était pieuse. Dans ma tête, quand tu me présentais la grand-mère, je fais, oh là là, qu'est-ce que je vais entendre? Dans ma tête, j'ai rien dit. Hein. Et elle a eu un mot malheureux, la grand-mère, parce que c'est une grand-mère pas affective. Alors, quand on n'est pas affectif, on n'a que des mots malheureux. Mon mari celui qui est devenu mon mari me la présente, tout ça, elle me regarde, puis elle regarde des pieds à la tête comment je suis, puis elle me fait, ça ne te dérange pas d'épouser un bâtard? Madame, comment vous parlez de votre petit-fils? Ben, c'est un bâtard. Je me suis tue, c'était pas la peine de discuter, je me suis tue, et j'ai rien dit. Elle fait, mais puis au fait, t'as pas le droit de me critiquer. Je suis écoutez, madame, hein. J'avais une grand-mère aussi que j'ai connue, hein. Elle n'a jamais parlé comme ça. Vous m'excuserez, mais je suis désolée. Pour moi, c'est pas gentil. Et j'ai vu que celui qui est devenu mon mari, Marcel, a été traumatisé par cette grand-mère-là. Ah, j'ai mis l'eau, là. On a voulu se marier tous les deux, mais la grand-mère, il fallait qu'elle fasse, oh là, elle est venue à la maison pour la première fois 2 ans après que j'étais mariée. Je n'ai jamais voulu qu'elle vienne, qu'elle se calme et qu'elle parle d'un autre langage sur son petit-fils, c'est tout. Voilà. Et je trouvais que pour l'époque, c'était honteux qu'une grand-mère parle comme ça. C'est tout. Voilà. Ça, c'était ma vie étant jeune fille, jeune mariée, jeune maman. Et après, il fallait que j'apprenne un métier. Il fallait que je travaille. Ah, j'ai fait beaucoup de petits métiers. Ah. Et puis, j'ai travaillé après. Puis après, ouais, on a travaillé très dur, mon mari et moi. Et malheureusement, j'ai eu une fille dont sa grand-mère, qui est morte à 51 ans. Voilà. Ça a été. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Qu'est-ce qu'il y a? Une autre question. Une autre question. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une question à propos de la reconstruction de soi-même et comment dire, le fait de retrouver son humanité en fait après avoir été traité aussi durement et après avoir perdu en fait son humanité et son environnement, sa famille. Comment on fait ensuite pour se reconstruire Après avoir perdu ton humanité, après tout ce que tu as vécu, comment tu as réussi à te reconstruire psychologiquement Alors, tout de suite, je vais vous dire, mon mari et moi, on s'entendait très bien. Et il n'avait pas de parents, j'avais pas de parents. Hein. Il avait une sœur, une demi-sœur, parce que c'était une demi-sœur, qui était ignoble. Ben, pour moi, étant ignoble, ben, j'ai soutenu mon mari jusqu'au bout, contre sa sœur. Elle voulait que prendre ma fille. Elle adorait que les filles, pas les garçons. C'est une histoire de fou. Hein. Alors, tu seras gentil avec moi. Quand tu parleras autrement avec Marcel, tu auras ma fille. Autrement, tu ne l'auras pas. Parce que elle était vraiment... elle le traitait de plus bas que terre. Tout ça parce que il était de père inconnu. Alors, parler... mon patron n'était pas inconnu parce que il l'a appelé au moment de se faire arrêter. Il était malade. C'est tout. Enfin, c'est vraiment... J'en parle même pas à mes enfants. T'es au courant de ça?
Non. Du père de... Hein? Non. Non, parce que c'est tellement mesquin, tellement méchant. J'ai pas besoin d'en parler. Puis, comme on dit, faut pas remuer. Et donc, comment tu as réussi à te reconstruire? Ben, C'est comment- grâce à Marcel, du coup, c'est grâce Oui, à oui, Marcel. parce que avec mon mari, je m'entendais très bien. Voilà. Ok. Et on s'entendait très bien, on se soutenait. Quand on travaillait, ben, on travaillait. Et puis, il a appris un métier. Moi, j'avais pas de métier. Alors, et puis, on a travaillé tous les deux. Puis on a eu des enfants tous les deux. Enfin, c'est-à-dire tous les deux. Mais j'en voulais 3. Je voulais 3 enfants. C'était mon dada. Le dada, ça n'a pas marché. Voilà. Le dada, comme dirait ce grand docteur, ta machine, elle est cassée, elle est irréparable. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai eu 2 enfants, une fille et un garçon. Ah, attendez, j'ai eu un enfant, le garçon, malade. Ça a duré des années. Il avait la maladie des rois. Vous savez ce que c'est la maladie des rois? Il avait le sang fluide. Et dans le temps, enfin, à l'époque, quand il y avait des royaumes, ils se mariaient entre eux et le sang n'était pas renouvelé. Donc, ils faisaient des hémorragies. Voilà. Eh bien, mon fils, il avait rien de noble. Hein, et bien, il faisait pareil. Et ça a duré quelques années, jusqu'à temps, un jour, je me suis payé le culot d'aller voir le professeur Debré avec mon fils et qui m'explique, parce que je ne comprenais rien du tout ce qu'on me disait, je ne comprenais rien. J'étais bornée et je voulais... Alors, pour faire ça, je n'ai pas pris rendez-vous parce que je savais que j'aurais jamais un rendez-vous. Je me suis pointée à l'hôpital Necker et puis que j'attendais que tout le monde ait arrêté. Et là, il s'est approché de moi. J'ai l'impression que vous m'attendiez. J'ai fait, oui, docteur, je veux votre avis. Je ne vous embêterai pas plus. Vous m'expliquez qu'est-ce que mon fils il a. Qu'est-ce qu'il a, j'explique. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Écoutez, je vous dis ce qu'on me dit. Et il dit, bon, d'accord, on va appeler tous les docteurs qui m'appellent de l'État. Il appelle l'infirmière. Les infirmières à l'époque, elles avaient une tenue spéciale quand elles étaient avec un professeur. Et je dis, ça y est, mon fils, déjà, il me lâche la main, une main, il me lâche les 2 mains, il me tient ma cuisse et il sait que la dame va le prendre. Et il a crié « Maman !» Puis il s'est évanoui. Alors là, et il a fait ce que je dirais que le docteur voie. Il s'est évanoui et il mettait quelques temps à se remettre, même qu'un chronomètre, enfin... Il fait... Ça faisait combien d'années? Ça dure depuis l'âge de 9 mois que je lui fais. Il avait déjà 3 ans. Hein. Alors je crois que je suis payé le culot de faire ça. Vous avez bien fait. Il a appelé tous les docteurs. Puis il y a un docteur qui m'a dit, vous êtes trompé d'hôpital. À quel hôpital je devais aller? Ben, à Trousseau. Ce n'est pas venu l'idée d'aller à Trousseau. Ils ont essayé de le soigner, puis d'un seul coup, le docteur me fait à moi, Madame, il n'y a que vous qui pouvez le guérir. Pourquoi? Je ne suis pas docteur. Non, vous êtes énergique, c'est pas pareil. Et une énergie, c'est énorme pour un petit garçon comme lui. Ben, effectivement, un jour, elle était là. Il n'allait pas encore à l'école, on ne l'acceptait pas à l'école parce que de son évanouissement, on ne l'acceptait pas. Et était là, il y avait un petit garçon que je gardais pour midi. Tu vas à l'école, Richard? Oui. On reste avec moi. Et j'ai dit, ça y est. Et l'autre, il faisait déjà son cinéma, mon fils, déjà. Il faisait son spectacle. Et puis, quand Richard est parti, il a crié Richard. Il a laissé faire. Je l'ai pris. Au lieu de te laisser aller, je l'ai secoué comme un prunier. J'ai fait, au lieu de te laisser aller, hein, et que tu t'évanouis, et puis que moi je peux rien faire, on me traite d'idiote quand je vais quelque part avec toi. Hein. Il s'est pas évanoui. Je suis restée. Lui et moi, on s'est regardés. Il s'est pas évanoui. Ça fait quand même 3 ans que ça durait cette comédie-là. Hein.
Ben après, quand il pleurait, que ça faisait mal, maman, puis me donner ses petits bras pour que je le secoue. Voilà. J'ai réussi à guérir mon fils de ses évanouissements. euh, euh, enfin, le sang, il l'avait toujours fluide. Hein. Alors lui, devenu jeune homme, il se permettait de faire des blagues. Il a fait les 3 jours à Vincennes. Je fais, pourquoi tu fais les 3 jours à Vincennes? Je donne tous les papiers, tu n'as pas besoin. Je vais faire les 3 jours à Vincennes. Va faire. Quand ils lui ont pris son bras, il n'a pas dit qu'il était hémophile. Il a terminé dans un lit d'hôpital, il a terminé. Il était content. Les plaisanteries qu'il faisait avec lui-même. Enfin, ça s'est passé quand il a eu plus de 30 ans. Mais ça a quand même duré 30 ans. Voilà. Enfin, je ne suis pas laissé aller, on ne s'est jamais laissé aller dans la famille. On a tellement vu d'autres, alors. Déjà, je voulais vous remercier d'être ici, parce que votre témoignage, il est très, très, très important. Je voulais savoir, face à toutes les atrocités que vous avez pu vivre dans les camps, comment est-ce que vous faisiez pour garder même une lueur d'espoir là-bas? Face à toutes les atrocités que tu as vécues et que tu as vues pendant les camps, comment quoi? Des cauchemars. Comment tu gardais espoir? Comment tu as réussi à garder espoir? Moi, j'ai jamais eu de cauchemar. Marcel, oui. Marcel a eu beaucoup de cauchemars. Il hurlait en pleine nuit. Enfin, il a eu des cauchemars. Moi, j'en ai pas eu. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'ai commencé à raconter mes déportations. Je crois que c'est ça qui m'a calmé. Tu l'as raconté 50 ans après? Ah oui, alors, avant. Mais avant, on n'avait pas le droit de la raconter. Oui, mais donc du coup, pendant les 30 ans qui ont suivi, quand tu arrives à Paris, et alors? t'étais comment? Hein? Quand tu arrives à Paris? Oui. Quand je suis arrivé à Paris, oui. On voulait rien raconter. Ok. Ah oui, on voulait pas raconter parce que on savait que c'est pas possible, c'est pas vrai. Tu racontes l'atrocité. Qu'est-ce qu'elle a dit, ma tante? Tu veux me faire peur? T'as vu? Pour entendre des réflexions comme ma tante, c'était pas la peine. Alors non, alors dit non. Ma tante a eu la chance d'avoir la vie sauve avec ses enfants. Bon, ben, et je raconte moi. Elle fait arrête, tu veux me faire peur qu'elle m'a sorti. J'ai arrêté de parler. C'est tout. Mais en fait, je pense que la question de Léna, c'était quand vous étiez dans les camps, comment vous avez fait pour survivre? Est-ce que vous aviez encore de l'espoir? Là, c'était quand tu étais dans les camps. Oui. C'est quand tu es dans les camps. J'étais dans les camps. J'ai essayé de vivre avec des copines, parce qu'il n'y a que ça qui comptait, hein, les copines. Hein. Essayer de vivre normalement, de manger normalement, enfin tout faire tout normalement, pas essayer à commencer à raconter des méchancetés. Voilà. Je ne fréquentais pas les personnes qui étaient méchantes en parole, parce que des fois ça rend nerveux la situation. La faim fait agir des personnes différemment que vous pensez qu'elles savent. Non, moi... Donc, du coup, tu as toujours essayé de voir le bon côté des choses. Tu as toujours été positif. J'essayais. Toujours. C'est pour ça que je suis en vie. Ouais. Parce que quand j'ai eu le typhus, hein, la dernière fois, quand il y a eu cette fameuse soupe, là, je rigole encore, elle était dégueulasse. Là où quand j'ai raconté le coup de la soupe, là, une soupe très formidable, je ne me rappelle plus. C'était de l'eau, non? C'était de l'eau? Avec du pain? C'était tout ce que tu veux, mais c'était pas la soupe. mais c'est tout. Écoute, hein, quand ma copine, elle me fait, t'as pas le droit de manger, tout ça. Je mange ma soupe. Non, et je mange ma soupe. Je vous la donne plus, ma soupe. C'était, je cherche le nom, je n'en veux plus. Enfin, bref. Eh ben, j'ai trouvé qu'elle était dégueulasse, mais d'un côté, elle me remontait le moral. De la manger, elle me remontait le moral. Alors, j'ai continué à manger jusqu'à temps que je suis sur pied. Puis après, un an après, la veille qu'on passe sur la route de la mort, hein, un an après,
il y a eu Himmler qui voudrait se faire un des monstres est venu faire la sélection. Vous avez entendu parler de la sélection allemande? Non? Ben, vous êtes toutes nues, toutes nues, enfin tout nues comme vous voulez, hein, et vous passez devant un Allemand qui, soi-disant, vous regarde, il vous regarde rien du tout, il dit à droite, il dit à gauche, n'importe quoi il dit. C'était un docteur? Hein? Un docteur? Un SS. Oui. Un docteur, j'aurais accepté un docteur, mais un SS. Bref. C'était, bon, alors, moi j'étais vraiment le mot squelettique, hein, et mes copines, la pauvre, il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée, redresse-toi, tout ça, j'ai dit, écoute, il n'est pas aveugle, laisse-moi tranquille, on verra. Et il y a déjà, quand il y a eu la situation de notre corps à nous, les Françaises qui travaillaient dans la cuisine, qui ne voulaient plus qu'une Juive travaille dans la cuisine, alors il fallait qu'elle fasse de l'armement. Alors bon, elles étaient là, et puis je suis là, je suis là. Et il me regarde, il me fait, tu vas à l'hôpital, enfin à Revire, hein, et tu vas te soigner, puis après tu iras à l'usine. J'ai dit oui, mais je ne suis pas jamais allée. Je suis montée derrière, je suis restée dans mon coin, dans mon bloc, je me suis planquée, et j'ai survécu ça, parce que c'était très très dur de vivre. Et puis je commençais à avoir faim, c'est-à-dire que ma maladie elle commençait à partir, et bien j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai été travailler, mais j'ai eu de la chance. Un civil allemand qui travaillait à l'équipe de nuit, hein, il m'a vu, je tenais pas debout, il m'a donné un siège pour m'asseoir, voilà. Et ça m'a fait du bien d'avoir ce siège pour m'asseoir pour travailler. C'était un civil allemand. Bon. Et puis, ça a quand même duré 2 mois cette maladie. Et petit à petit, je me suis remise à vivre. Ah oui. On m'a donné, comment dirais-je, quand il a dit Hussler que j'allais travailler, j'étais contente. Bon, et après je suis partie, j'ai fait comme si rien n'était, et je suis revenue dans mon camp, gentiment. Et 1 an après, il y a eu un attentat, enfin, par les déportés, mais les déportés des hommes qui brûlaient les juifs. Ça s'appelait la zone de la Commando. Ils ont fait sauter 2 fours crématoires et puis quelques abris des Allemands. Alors, je ne vous dis pas, la pagaille, c'était la peur qu'il y avait de la résistance dans le camp. Hein? Ils rentrent dans le camp et tout ça. Bon, moi, je fais comme si rien n'était. Mes copines, tu crois qu'il va te reconnaître? Oh, arrêtez. Il va te reconnaître. Il revient sur ses pas, puis il dit, montre-moi tes jambes. J'ai montré mes jambes. Parce que j'ai des jambes atroces. Alors, j'ai montré mes jambes, il a fait goutte, puis c'est tout. Je devais ressembler à cet homme-là, hein, à une de ses filles, parce qu'il avait 2 garçons, 3 filles, ou vice-versa. Il avait 5 enfants. Et je devais ressembler uniquement à un de ses enfants, c'est pas possible qu'il m'ait libéré. C'était pas possible. Je sais pas. Voilà. D'autres diront qu'il y avait Dieu qui a pensé à moi. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Alors, c'est tout. Je suis pas assez pieuse pour faire des comparaisons comme ça. Il y a quelques questions en ligne, je vais vous en poser 1 ou 2. Quel est votre avis sur la reconnaissance tardive du rôle de l'État français dans la déportation? C'est fini. Non. C'est quoi ton avis sur quoi? La reconnaissance tardive Sur la reconnaissance tardive du rôle de l'État. Hein? Quel est ton Quel est votre avis sur la reconnaissance tardive de l'État français de... La reconnaissance de quoi? Non, c'est pas ça. Dans la déportation. De la déportation. La reconnaissance tardive par l'État français. Ah, ça c'est politique, ma chérie, ça. Ça, c'est une question politique. On aime les juifs, on ne les aime pas. Alors là-dessus, c'est comme
c'est une question de politique. Retarder, je trouvais que c'était dégueulasse, mais j'ai jamais voulu faire d'histoire. Nous, les copines et les hommes, on faisait pas d'histoire. On racontait à notre entourage, mais jamais dans les écoles, jamais, jamais, jamais. Bon, puis un jour, vient Europe Numéro 1 à la maison. Comment qu'ils ont su qu'il y avait 2 déportés ensemble, hein, j'ai jamais su. J'ai tellement commencé pour raconter, à pleurer, à chaudes larmes je pleurais. J'arrivais pas à me retenir. Mon mari en a eu marre. Il a dit, venez, vous êtes en voiture, hein, je vais vous emmener à un endroit que vous connaissez pas. Parce que dans la rue des Rosiers, il y avait un coiffeur qui datait dans les années 1900. Et vraiment, quand on rentrait dedans, on était époustouflés de ce coiffeur-là. Enfin bref. Et ça m'a changé les idées que de ne pas pleurer. Et petit à petit, j'ai pris sur moi-même. Avant, je racontais jamais quand j'étais assise. J'étais debout pour raconter. Et puis comment dire, je me suis maîtrisée et j'ai commencé à raconter. Puis après, je raconte jusqu'à maintenant. Mais je le regrette pas. Au contraire, ça me fait du bien moralement parce que les gens savent qu'ils le prennent mal ou bien. Ça, chacun a ses idées. Moi, j'ai les miennes. Pour moi, elles sont plus importantes que Et puis, comment dirais-je, des moments qu'on me critique pas en me disant des paroles atroces, parce que les paroles qu'on me critique, je les connais. Alors, je suis contente. C'est que j'ai bien fait mon devoir. C'est tout. Enfin, peut-être une dernière question. Êtes-vous resté en contact avec des personnes que vous avez rencontrées dans des camps, que vous avez retrouvées des années après? Est-ce que tu es resté en contact avec des gens avec des gens que t'as côtoyés pendant les camps? Bah oui. Ouais, je suis la seule survivante maintenant. Oui. Oui, naturellement. On a toujours été en contact. Les hommes plus que nous. Faut dire des choses. Les hommes, c'est incroyable. Mais tu les voyais au bridge, non? Hein? Tu les voyais au bridge? Je voyais au bridge, je voyais. Voilà. Oui, ça. Et au bridge, tiens, encore maintenant, chez les vieux, on est 3 déportés. Alors, hein, tu vois. Alors, non, on est en contact. Bon, ah oui, maintenant, il y a une mode maintenant. C'est pas de la mesquinerie, et ça me fait sourire. Il y a la bande à Simone Veil. Peut-être que vous la connaissez. Attends, comment elle s'appelle? Gabrielle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y a un livre, elle a sorti un livre, enfin, tout ce que vous voulez. Elle me fait, moi, je suis plus débrouillarde que toi, hein. J'ai fait 7 mois de camp. Tu fais ce que tu veux, moi. Moi 200, ça m'a suffi largement, 200 que je fais. Bon. Je fais, oui, de parler comme ça, dis que vous avez eu de la chance, hein, d'avoir connu Simone Veil. Et que Simone Veil, faisant partie d'un gouvernement, ben non, à l'époque, elle n'était pas au gouvernement. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, je raconte. Je mélange tout. Non, enfin, j'ai critiqué comme parce que elle se défend bien. Elle parle bien, Madame Veil. Elle se défend très bien. Et puis, elle a réussi à faire quitter Birkenau, Auschwitz, avant la pagaille. Avant la pagaille, c'est la route de la mort. Parce que la route de la mort, faut que je rappelle que c'est la route de la mort. Tu l'as raconté déjà. Hein? Tu l'as raconté déjà. Non. Oui, enfin, le coup des chaussures, tout comme ça. Le coup du... Ouais, non. Enfin, bref, j'ai raconté, ben, c'est très bien. Parce que je trouve que c'était vraiment important. Puis, même moi, jusqu'à maintenant, je me demande comment j'ai réussi à faire ça. Même moi, parce que j'arrive pas, mais je vais pas au sport d'hiver. Sport d'hiver, avec la neige, c'est pas mon fort. Ça me fait pleurer quand je vois la neige, c'est tout. Non, je suis peut-être têtue, je suis peut-être entière, mais... Ça a été ta force en réalité. Hein? Ça a été ta force. Le fait que tu sois têtue, le fait que... Non? Quoi? C'est ta force. Ah, la force, bah oui. Fallait que j'ai de la force. Fallait que la volonté, pas la force. La volonté. La volonté de vivre, de pouvoir.
que je disais aux copines, vous en faites pas, je raconterai un jour tout ça. Comme ça, je leur disais quand j'étais malade. Et pourtant, je l'ai fait. Enfin, non, c'était vraiment, fallait pas se laisser aller, voilà. C'était ça le primordial, mais c'était tellement dur. C'était tellement dur. Bon, bah alors, je vais dire le mot de la fin. Donc, vous avez écrit une lettre en rentrant des camps pour ne jamais oublier ce qu'il s'était passé là-bas. Donc, vous écrivez « Le 26 mai à 10h30, nous arrivons à la gare de l'Est dans notre cher pays et auprès de notre chère famille. Fin de nos douleurs et misères qui seront toujours immortelles. » Ça, je l'ai marqué quelque part. Ça. Oui, c'est dans votre lettre. C'est la lettre que tu as écrite. Ah oui, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, ce sont ces douleurs et ces misères à jamais immortelles que vous nous avez partagées. Et nous vous remercions infiniment pour ce témoignage touchant qui nous permet de commémorer ce douloureux souvenir et de faire notre devoir de mémoire. Elle te remercie. Je vous réponds. Je m'excuse de ma faiblesse. Oh, j'ai pas pleuré jusqu'à maintenant, fait que je pleure à la fin. Merde. Non, je m'excuse. Toute la question de l'accueil aussi, c'est l'accueil qui m'a fait ça, m'a rendu comme ça. Parce que vraiment, j'ai jamais eu un accueil comme vous avez fait. Jamais, jamais, jamais. Ah non, ça, je reconnais. Oh merde. Merci chérie. Bon, eh bien, merci à tous. Ouais, merci beaucoup. On se remercie Madame Wallace et on va l'applaudir. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'ai l'impression par moment de radoter, alors c'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.